OK. Je pense qu'on va partir ça tranquillement. Euh, Si jamais il y a des questions pendant le petit webinaire qu'on va faire avec l'IMQ, vous pouvez soit les poser directement dans la zone de clavardage ou soit lever votre main. Je crois qu'Andriane Bernatchez, elle va monitorer tout ça, puis je pense qu'elle va vous dire quand parler, OK, tu peux poser ta question. Moi, ça ne me dérange pas pendant la présentation que vous posez vos questions, avant, pendant, après, aucun problème avec moi. On va essayer de coordonner ça du mieux qu'on peut. Euh, Premièrement, je voulais juste souligner là, que c'était une super initiative là, de l'INQ de faire ces webinaires-là pendant cette période un peu étrange de confinement. Je trouve que ça apporte un peu de continuité dans nos recherches scientifiques ou dans notre routine quotidienne à l'université, puis ou tous ceux qui s'intéressent à la science nordique. Je trouve ça vraiment bien, donc un gros bravo, puis merci de l'invitation. Je voudrais juste commencer aussi en disant que cette présentation-là, je l'ai faite l'année passée dans le cadre d'une formation que l'INQ donnait aussi aux jeunes chercheurs en début de carrière. C'était surtout visé aux jeunes qui commençaient à la maîtrise ou au doctorat ou au postdoctorat. Et puis, ça visait surtout les gens qui n'avaient jamais mis encore les pieds ou très peu dans les régions nordiques. Donc, ils ne savaient pas vraiment comment appliquer une logistique ou comment entrer en contact avec une communauté au Nunavut ou Nunavik ou Yukon. Cette formation-là était vraiment donnée dans ce cadre-là. Puis cette présentation ici qu'on va voir aujourd'hui est vraiment tirée de ça. Donc, je vais moins parler des recherches, des résultats scientifiques qu'on a fait, mais plus comment est-ce qu'on a approché la communauté, puis comment est-ce qu'on a travaillé main dans la main ensemble. Euh, donc, c'est ça. Bon, premièrement, tout simplement, le monitorer et mettre en œuvre des mesures d'adaptation à la dégradation du pH du sol. Puis tout ça dans un contexte de diffusion scientifique, là, où le terme anglais, que je trouve qu'il n'y a pas de bonne traduction en français, ça s'appelle du outreach. On a fait ça là, à travers la communauté de Kugluktuk au Nunavut. Je vais tout vous expliquer ça plus tard. Juste vous donner un petit peu mon background d'où je viens. J'ai fait mon bac et ma maîtrise sous la supervision de Michel Allard, qui est grande notoriété au Canada en pergélisol. J'ai travaillé au privé, j'ai passé quelques années au Centre d'études nordiques également avec ce projet ici. Puis maintenant, je suis rendu chez Articnet en tant que coordonnateur scientifique. Je mène encore un peu ce projet-là avec Michel. Ça fait 4 ans qu'on le mène. Et puis, ça a débouché sur une maîtrise, ça a débouché sur plusieurs conférences. Il y a eu beaucoup de médias qui ont couvert un peu ce projet-là, qui était un peu unique à son genre à cette époque-là. Et puis, ça a donné des belles retombées. Il y a d'autres projets là, qui sont suivis par la suite, là, qui font un peu un copier-coller de ces projets-là. Puis c'est tant mieux, c'est vraiment ça qu'on voulait. Donc, Michel Allard, Samuel Bilodeau, qui était un étudiant à la maîtrise de Michel au Centre d'études nordiques. Les grands acteurs, là, Stéphanie Coulombe chez Savoir parler Canada, à Cambridge Bay. Larry Hudgen, qui était une grande figure là, de Kugluktuk. On a travaillé beaucoup avec lui. Travaille chez Nunavut Park. Et puis Lisi Papati, qui est aussi notre contact là, au gouvernement du Nunavut à Iqaluit. Donc, ce projet-là, il a été initié en 2017 environ. Ça a été vraiment un projet qui a été mis sur pied par un comité qu'on appelle le Community Joint Planning and Management Committee, qui était un comité fondé de 6 personnes. Donc, 3 jeunes en parenthèse, là, normalement, c'est des gens des personnes qui font partie des Hunters and Trappers Association. Donc, vraiment des chasseurs qui connaissent leur territoire, qui y vont tous les jours, qui prennent possession de ça, qui connaissent vraiment les enjeux et les priorités
des Inuits dans la région du Kitikmeot au Nunavut. Et puis, 3 elders qu'on appelle, souvent c'est des figures proéminentes de la communauté. Donc, ils ont une grande notoriété, soit à l'intérieur ou dans la région comme telle du Kitikmeot à Kugluktuk. Donc, c'est un projet initié par eux, premièrement, et puis par le Nunavut Park, parce que ce projet-là consiste surtout à vraiment monitorer la dégradation du perche-lissol à l'intérieur de la zone de parc régional qui est dirigée par le Nunavut Park, qui est une sous-division de Parc Canada. C'est un projet qui est financé principalement là, par la Relation Couronne autochtone et Affaires du Nord-Canada, et puis qui est en très grande collaboration, ben, comme vous savez sans doute, là, par la communauté Kugluktuk, le gouvernement du Nunavut, le Centre d'études nordiques Savoir Polaire Canada, qui est un très bon collaborateur dans ce projet-là. Et puis, c'est aussi un projet qui a été partiellement là, subventionné par Arcticnet. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, ce projet-là, ça sort d'un besoin qui est criant de cette communauté-là, qui ont mis sur pied, qui ont profité du fait que le CERNAC, la Couronne autochtone et affaires du Canada, qui ont mis sur place un programme qui vise spécifiquement les enjeux qui concernent les changements climatiques dans l'Arctique canadien. Et puis, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que Kugluktuk, c'est vraiment un lieu qui est historique au Canada. Il y a beaucoup d'histoires qui s'est passées là. C'est entre autres un des lieux, là, le Bloody Falls, le parc de Kugluktuk. C'est vraiment une des places, l'endroit où une des premières rencontres entre l'homme blanc et l'Inuit, les Copper Inuit qu'ils appelaient, s'est fait dans les années 1700-1800. C'est un endroit où est-ce que la communauté accède. Ils n'ont plus accès pour la chasse, la pêche. C'est des lieux ancestrales, comme vous voulez. Donc, c'est vraiment une priorité communautaire. Eux, ils cherchaient vraiment une solution à long terme. Ils ne voulaient pas juste une solution, OK, comment est-ce qu'on peut mitiger puis vraiment ralentir la dégradation du pergélisol dans ce coin-là. Et eux, ils voulaient vraiment une solution à long terme. J'ai vu dans des rapports de 2010 là, qu'ils voulaient vraiment une solution là, sur 25 ans. Ils voulaient vraiment un maintien vraiment ralentir la dégradation du pergélisol sur le sentier. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce sentier-là fait partie ce qu'on appelle le Great Trail, qui est un sentier touristique qui part des Iqaluit, donc c'est de coast to coast to coast, qui part des Iqaluit jusqu'à Kugluktuk, donc qui traverse le Canada arctique complet. Puis ça amène quand même son lot de touristes, on peut dire. Puis comme je vous dis, c'est vraiment un lieu historique au Canada. Donc, c'est ça. Fait que, donc, ils ont pris vraiment, la communauté a pris vraiment ce problème-là, cette problématique-là pour intégrer le programme scientifique de recherche communautaire, comme on va appeler. C'est vraiment un projet auquel 70% du temps est consacré au outreach. Tout le background scientifique se fait à l'arrière. Puis nous, notre rôle en tant que scientifique avec tout ça, c'est vraiment de mâcher l'information puis de faire du transfert de connaissances avec eux. D'où, c'est vraiment l'essence même du projet, c'est vraiment le transfert de connaissances scientifiques aux communautés et puis qui soient plus autonomes par la suite. Juste pour vous situer un petit peu, où est Kugluktuk? Donc, c'est le village le plus à l'ouest dans l'Arctique canadien, là, au Nunavut. Vous pouvez voir ici sur la carte. Ici, on voit là, en carré rouge les limites du parc régional de Kugluktuk. Kugluktuk est vraiment la l'embouchure de la fameuse rivière, le Coppermine River, qu'on voit ici. Juste pour vous donner une petite idée, ici, on voit la piste de VTT, la nouvelle piste de VTT qu'on a élaborée avec eux. C'est vraiment la partie, le petit carré qu'on voit ici, là, qui est sur la carte ici. Donc, c'est vraiment la partie spécifique auquel on se concentre parce que c'est l'endroit le plus utilisé là, dans le parc.
Donc, quand je vous parlais de dégradation du pergélisol, il y a deux facteurs là, qui viennent affecter là, cette dégradation-là. Là. Première des choses, comme on peut voir ici sur la carte, là, la rivière passe tout près du sentier de VTT, et puis ça crée des ravinements. Ces ravinements-là, d'année en année, grugent par ce qu'on appelle la thermoérosion. Ça, c'est un des problèmes. Donc, cette piste-là, ici, vous voyez, là, elle date des années 90, mais il faut d'année en année que eux, la communauté, prenne le contrôle de cette piste-là, puis la recule en arrière dans le pays pour justement éviter ce genre de dégradation-là. Donc, ça, c'est une des choses. L'autre chose qui affecte vraiment la piste de VTT, qui affecte vraiment l'accès au territoire, c'est ce qu'on appelle là, le dégel des coins de glace là, qui se produit sur la piste. Donc, les coins de glace, là, pour ceux qui ne se connaissent pas trop, c'est vraiment la forme périglaciaire géomorphologique la plus répandue dans l'Arctique. Et puis, précisément, ce que c'est, c'est vraiment une forme de contraction thermique qui se passe dans le sol. Et puis, l'eau s'infiltre. Ça crée d'immenses masses de glace dans le sol qui prend vraiment la forme d'un coin. Et puis, ces coins de glace-là, lorsque ça dégèle, mais ça se crée un espèce d'effondrement. Puis ça, les coins de glace, en général, là, c'est d'une profondeur d'environ 10 mètres, dépendant de quel type de dépôt qu'on est. Mais c'est une fente qui se recrée à chaque année. Donc, c'est principalement un effondrement qui est sans fin. Là. Donc, il faut vraiment trouver des méthodes à long terme pour mitiger ces formes qui sont en train de se dégrader. Donc, vous pouvez imaginer là, la piste là, qui fait environ 13 km. Et puis, on retrouve là, vraiment des coins de glace qui sont en train de se détériorer à chaque 10 mètres. La piste devient pratiquement impraticable. Donc, ça, pourquoi la communauté a vraiment besoin qu'on remédie à cette situation-là. Là. Les gens ont peur d'aller dans le parc, ont peur d'accéder à leur territoire, puis quand on sait que 70 environ de leur régime alimentaire provient de la chasse et de la pêche, mais ça peut causer un énorme problème là, pour l'autosuffisance de ces communautés-là. Donc, principalement, je reviens sur l'objectif du projet, c'est vraiment de renforcer les capacités locales. Donc, prendre le contrôle, connaître c'est quoi les changements climatiques, c'est quoi les effets que ça a sur leur communauté puis sur leur territoire. Et deuxième des choses, c'est vraiment d'acquérir de nouvelles connaissances. Ça, c'est le côté scientifique qu'on veut faire. Parce que jusqu'à ce jour, les données de Pergélisol n'étaient pas validées depuis les années 90 dans cette région-là de l'Arctique canadien ou Nunavut. Donc, on amène non seulement des nouvelles données scientifiques sur le pergélisol dans cette région-là, mais aussi en même temps, on forme des jeunes, on les sensibilise à la recherche scientifique. La beauté de ce projet-là, c'est que justement, on veut focuser sur la jeunesse. On les amène avec nous sur le terrain. À chaque fois qu'on part sur le terrain pendant 2 semaines, à chaque été, eux, ils nous accompagnent, ils font tout avec nous autres. Puis, la beauté de la chose là-dedans, c'est que les répercussions, ce que ça a, c'est souvent, ça l'amène, ça fait retourner ces jeunes-là sur les bancs d'école ils vont retourner au Arctic College, au Yukon College pour faire des études. Peu importe, ça peut normalement, là, environ 50% de ces jeunes-là sont retournés sur les bancs d'école, puis sont en train de faire des diplômes. Ce qui est merveilleux pour nous autres, c'est un peu cet impact-là qu'on veut avoir avec ce projet-là. Donc, grossièrement, comment est-ce que les activités du projet s'opèrent à chaque année? À chaque année, on planifie avec la communauté et Nunavut Park les travaux qui sont à faire et puis les activités qu'on veut faire avec les jeunes, les activités d'outreach qu'on veut faire avec la communauté. Donc, tout ça se traduit par un renforcement des capacités locales. Puis en arrière, le background se fait, le background scientifique. Donc, on caractérise le pergélisol, on cartographie les changements climatiques, on cartographie les changements géomorphologiques du paysage. Puis avec tout ça, bien, on fait des activités d'outreach avec les informations qu'on a acquéries pendant cette année-là.
Juste pour vous donner vraiment là, un bref aperçu là, des activités qu'on a fait depuis 2017. La première année, c'était vraiment de se rendre sur les lieux, constater qu'est-ce qui se passait dans cette région-là, puis établir vraiment les priorités qu'on voulait monitorer. Donc, c'était vraiment faire de l'échantillonnage de sol, faire des forages. Cette année-là, on a installé une station automatique là, de prise de données là, de température du sol, de pergélie du sol avec des data loggers. On a fait des relevés de photos aériennes depuis 1954 pour vraiment constater là, ce qui se passait dans ce paysage-là. Et puis aussi avec les jeunes, on a fait deux pierres, on a fait vraiment, on a joint l'utile à l'agréable avec eux. On a vraiment fait des mesures de couche active avec eux. Donc, on faisait vraiment, on- non seulement on acquérait des données scientifiques pour caractériser les conditions de pergélisol dans ce coin-là de l'Arctique, mais on enseignait aussi aux jeunes qu'est-ce qu'était un dépôt meuble. On a fait aussi des fouilles archéologiques parce qu'il y a énormément d'artefacts dans cette région-là. Donc, on avait un archéologue avec nous. Fait qu'on faisait des fouilles. Et puis, j'expliquais aussi vraiment le basic là, du pergélisol dans cette région-là. Donc, ça a vraiment fait de. On a vraiment joint l'utile à l'agréable avec eux. En plus de forer, en plus de faire plein d'autres choses. En 2018, c'est vraiment là que les choses ont commencé à brasser. On a, avec toute l'information qu'on a acquis pendant la première année, on est retourné à la charge en 2018 avec la photo-interprétation vraiment d'ultra haute précision là, avec un drone. Ça, c'était vraiment intéressant avec eux parce que on leur enseignait qu'est-ce qu'on pouvait faire avec un drone, que c'était pas non seulement un jouet, mais que c'était vraiment un outil qui était scientifique, qu'on pouvait l'utiliser à des fins professionnelles. On leur a montré aussi comment utiliser des GPS à très haute résolution, les DGPS RTK, que je suis sûr que vous savez sans doute c'est quoi. Et puis, pour caractériser un peu, là, voir s'il y avait vraiment un problème d'érosion au bord de la rivière Coppermine, on a installé 4 caméras automatiques avec eux. Euh, on a fait 4 autres forages cette année-là avec les jeunes. On a fait des relevés géoradars. Pour ceux qui ne savent pas, là, grosso modo, ce que c'est un géoradar, là, ça envoie des ondes électromagnétiques dans ça. Puis ça nous donne une très bonne idée là, de qu'est-ce qui se passe là, dans ça, le niveau stratigraphique. Puis aussi avec les coins de glace, ça peut nous donner une bonne idée, pas très exact, mais ça nous donne une bonne idée de la profondeur du coin de glace, puis aussi d'un fois la largeur de ces coins de glace-là. Donc, on a pu vraiment pinpointer exactement où exactement les coins de glace étaient, parce que souvent on les voit pas, là, ils sont enfouis dans le sol. Puis ça leur a aidé non seulement à comprendre qu'est-ce que le pergélisol, c'est quoi les couches actives, c'est quoi les instruments scientifiques qu'on fait quand on veut élaborer un projet scientifique, mais ça leur a aidé à établir une nouvelle piste plus durable qu'on va voir plus tard. Là. Donc, vraiment, là, on fait on a fait tout avec eux. Puis, je suis pas mal certain qu'ils ont très apprécié ça. En 2019, c'est vraiment là que les choses ont été plus côté outreach, donc avec toutes les informations qu'on a acquises. On a préparé un camp de pergélisol avec les gens. Ils passaient quelques journées avec nous, puis avec des elders de la communauté. On expliquait un peu c'est quoi l'histoire glaciaire, qu'est-ce qui s'est passé ici, il y a 10 000 ans. On leur a montré c'est quoi du pergélisol, ils ont pu toucher c'est quoi. On a fait des cartes avec eux. Et puis, on a profité aussi de cette année-là, en 2019, pour vraiment former les gens, les acteurs prominents de la communauté, à savoir comment télécharger des données, comment interpréter des profils de température. Tout ça, c'est le genre de formation-là très, très, très pratique, là, on leur a fait avec eux. Puis cette année-là aussi, on a profité aussi pour faire une activité de recherche avec Samuel Bilodeau, qui est l'étudiant à la maîtrise. Donc ça, grossièrement, cette année-là aussi, on a entrepris la construction d'une piste qui est un petit peu plus durable.
je vais vous montrer un peu, là, je vais faire aller la vidéo. Donc, vous voyez ici à gauche, c'est l'ancienne piste qui est complètement détériorée. Et puis ici, on peut voir un coin de glace qui est une des causes majeures de la détérioration, de la dégradation de la piste. Et puis, vous pouvez voir comment est-ce que simplement, là, ce petit passage de bois-là peut vraiment remédier, stopper ou vraiment freiner là, la dégradation anthropique là, du pergélisol. Parce qu'ici, on peut voir les traces de VTT qui, plus tu passes dessus, plus ça se détériore, plus de dégradation. Il y a vraiment un cercle vicieux sans fin là, quand on commence à dégrader des coins de glace. Donc, ça, c'est la solution, une des bonnes solutions que la communauté est arrivée avec cette solution-là, avec les données scientifiques qu'on a émis à la communauté. C'est eux qui sont arrivés avec ce type de solution-là, qui, d'après nous, qui est super bonne. Ça va vraiment arrêter ou même stopper là, dans certains cas là, la dégradation anthropique là, du pergélisol. Comme je vous ai dit, ce projet-là est vraiment une recherche scientifique communautaire, comme on peut l'appeler. Et puis, pour ceux qui ne sont pas familiers un peu avec les communautés inuites, il y a un très, très grand respect avec ce qu'on appelle les elders. Souvent, c'est les plus vieux de la communauté, là, et puis ils sont très, très respectés dans les communautés normalement. Et puis nous, non seulement ils font partie de plusieurs communautés, mais on aime beaucoup qu'ils soient avec nous, avec les jeunes, parce que non seulement ça nous fait un atout avec nous, ça nous donne plus de notoriété quand on parle, quand on leur explique des choses, mais eux, ils nous apportent énormément de données ancestrales, si on peut dire. On a décelé, juste par exemple, avec eux, là, on a décelé, là, ils ont confirmé souvent, ici, avant, en 1985, 1980, on passait tous ici. Le pergélisol a commencé à dégrader. On a changé de bord de la piste. Puis ça, je l'avais vu en faisant de la photo-interprétation, mais je n'étais pas persuadé, mais c'est ce genre d'informations-là qu'on a besoin avec eux. Et puis, eux qui viennent nous confirmer ça, ça peut juste nous démontrer que ben, si on cesse l'utilisation d'une piste ou qu'on diminue grandement l'impact que les VTT ont sur le pergélisol, ben le pergélisol peut se remonter et puis comme se stabiliser. Là. Donc, c'est ce genre d'informations-là qu'on aime bien d'avoir avec eux. Normalement, sur le terrain, c'est ce genre de sessions de formation-là que je fais à tous les jours, qu'on fait avec eux à tous les jours là, pendant environ une période de 2 semaines. On leur enseigne, on leur forme comment télécharger des données sur les stations que je vous ai dit un petit peu plus tôt, là, les stations de monitoring de pergélisol. On leur explique comment forer dans le pergélisol. Souvent, là, c'est vraiment leur territoire à eux. C'est le pergélisol, ils vivent sur le pergélisol, mais ils n'ont jamais vu c'est quoi. Ils n'ont jamais vu une carotte de pergélisol. Ils n'ont jamais vu comment riche en glace ça peut être du pergélisol. Puis, en touchant, puis en extractant des carottes de pergélisol, ils peuvent finalement voir c'est quoi. Et puis, ça leur donne une maudite bonne idée, c'est pourquoi les changements climatiques affectent autant leur territoire. Puis c'est souvent en voyant des exemples concrets comme ça qu'eux sont capables de vraiment bien comprendre, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis souvent, cette petite motivation-là qui vont les faire retourner sur les bancs d'école. Tout ça, c'est merveilleux. Donc, on explique aussi, on leur apprend vraiment la méthodologie rigoureuse, scientifique, comment on décrit un échantillon, comment on la nomme, comment on la prend en photo, comment on la mesure. Comment aussi on utilise là, différents instruments scientifiques. Là. On ne peut pas juste l'utiliser comme bon nous semble. Là. Donc, on essaie vraiment de leur apprendre la rigueur scientifique puis le sérieux de la chose qu'on fait. Donc, juste vraiment vite fait, les travaux terrain, juste pour vous visualiser un petit peu. Là. Ça ici, c'est un peu les relevés de drones qu'on a fait avec eux. On a couvert environ 2 km². À chaque année, on couvre environ 2 km² avec eux. Ça nous donne des mosaïques ultra précises. Là, puis ça fait
très, très, très belle carte là, pour eux afin qu'ils puissent visualiser. Un instant. Donc, juste grosso modo, le type de travaux qu'on a fait avec eux. On peut voir aussi les forages qu'on a effectués, les caméras automatiques qu'on a installées, les coupes stratigraphiques qu'on a fait. Et puis, ça nous permet aussi d'illustrer l'ampleur du problème qui sont les coins de glace qu'on peut voir en rouge. Là. Ça permet visuellement là, pour eux de constater vraiment l'ampleur de la problématique, puis après ça, d'agir en conséquence en créant une nouvelle route euh, qui emprunte le moins possible là, de coins de glace. Donc, pour ce qui est des activités de transfert de connaissances scientifiques et éducatives, on profite souvent de notre passage là. On participe souvent aux journées annuelles Parc Nunavut. C'est une super belle occasion d'inviter toute la communauté à venir examiner un peu ce qu'on fait. On apporte des cartes, on apporte des photos aériennes, on leur explique ce qu'on fait. C'est vraiment une très, très, très bonne occasion de vraiment expliquer ce qu'on fait sur leur territoire, parce que puisque c'est pour eux qu'on fait ça. On fait beaucoup d'entrevues radio locales. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui veulent faire des projets nordiques, la radio locale, c'est votre arme la plus puissante pour vraiment faire votre rayonnement de projet. Je peux vous garantir qu'environ 85% des gens de la communauté écoutent constamment la radio locale des communautés nouvelles. Donc, si vous voulez amener du monde, faire connaître votre projet, les amener à des événements, la radio locale, c'est vraiment votre ami numéro un. Puis nous, ce qu'on fait souvent, c'est des segments d'1 heure avec eux qu'on passe. On fait ça sous forme de demander à l'expert. Donc ici, on peut voir une photo de Michel qui est en train de répondre à une question sur les changements climatiques. Quelqu'un qui appelle la communauté dit j'ai une question concernant pourquoi ça dégèle aussi vite. Donc Michel répond, puis il vulgarise très bien aussi. On fait souvent des soirées portes ouvertes, documentaires, on présente différents documentaires. C'est vraiment l'occasion dans ces moments-là de présenter ton projet quand tu attires tout le monde comme ça. Tu présentes ton projet. Puis souvent, il y a eu un clivage dans les années 80-90 entre les communautés inuites et la communauté scientifique. Puis c'est le moment de dire, de divulguer à ces gens-là, aux communautés qu'on ne fait plus la science comme les années 80. Là, c'est vraiment, on est en partenariat avec vous autres. Puis c'est vous autres qui lidez vos projets. Fait que c'est souvent le moment là, pour vraiment leur démontrer qu'on est tous ensemble dans ce projet-là, puis qu'on n'est plus dans le mode de mentalité, on va dans les communautés, puis après ça, on s'en va, puis on ne voit plus jamais. C'est vraiment ce mode-là qu'il faut qu'on change. Puis ce genre de projet-là, je suis super heureux. C'est pas le premier projet qui fait du outreach comme ça, mais c'est un bon projet, c'est un bon exemple de recherche scientifique communautaire. On rapporte les résultats, puis on leur montre c'est quoi, puis à chaque année, on y va environ 4 fois par année, puis on fait souvent ce genre d'événements-là. J'ai déjà mentionné, bon, si vous voulez faire des événements, bon, ben, faites vos annonces d'événements à la radio communautaire. On fait des soirées informatives aussi. On leur montre les cartes. On amène souvent avec nous la nourriture locale, donc du Arctic Char, fumé. C'est un exemple d'atelier sur le pergélisol qu'on fait sur le terrain avec les jeunes. Puis aussi, le gros but de ce projet-là, ben, c'est de donner des outils de travail à ces gens-là pour qu'ils puissent vraiment s'en faire une tête sur les changements climatiques et puis qu'ils soient de plus en plus autonomes. Donc ici, c'est un des outils de travail qu'on utilise avec eux autres. Ça s'appelle Permasim. C'est un petit logiciel modèle qu'on utilise dans d'autres projets au Nunavik, mais qui est super pratique. Là, on donne le input des données annuelles de température de la région de Kokoto, des données moyennes de température du sol. Puis ça crée un petit modèle, puis ça peut vraiment nous dicter là, quand même une bonne précision là, quand est-ce qu'on peut s'attendre, où est-ce que la couche active augmente et quand est-ce que la couche active revient complètement gelée. Ça peut leur donner une bonne idée
quand travailler, quand ne pas travailler sur le terrain avec de la grosse machinerie ou pas. Ce qu'on prône beaucoup avec ce projet-là, c'est vraiment des cartes simplifiées avec un peu de texte sur le côté qui explique qu'est-ce qu'on fait. Ça fait guise souvent de nos rapports d'étape. Donc ça, on en remet environ entre 2 et 4 par année qui résument les activités qu'on a faites avec eux. Comme si, par exemple, c'est une carte de dépôt de surface super simple, on a expliqué un peu l'histoire glaciaire de la région, pourquoi c'est important de connaître toutes ces couches de dépôt meuble-là, soit parce que c'est riche en glace, soit parce que c'est à risque. Ici, ça serait OK de passer une route. Donc, c'est vraiment ce genre de figure, de poster, un peu comme vous voulez, là, qu'on donne à la communauté. C'est super facile à comprendre, c'est imagé. Il y a beaucoup d'images qui réfèrent à la carte avec une description un peu de qu'est-ce qu'on a fait. C'est ce genre de petits rapports d'étape-là qu'on remet à chaque année. Bien sûr, on fait des rapports complets, mais pour le bien de la communauté, pour qu'ils puissent vraiment bien comprendre qu'est-ce qui se passe, à chaque année, on remet ce genre de carte-là. Comme ici, on voulait expliquer un peu l'évolution hydrographique du territoire depuis 1954. On voulait expliquer que la fonte du pergélisol avait vraiment un grand impact sur le paysage actuel. Puis on expliquait ça avec une belle carte là, qui expliquait en gros ce qui se passait. Même chose ici, on voulait expliquer, bon, mais la stratigraphie de cette région-là, ça se passe comme ça. C'est super imagé, super facile à comprendre pour eux. Puis ça, c'est affiché souvent là, dans les infrastructures gouvernementales ou souvent on les affiche aussi à la coop, là où les gens vont pratiquement tous les jours faire leur épicerie, acheter des médicaments et compagnie. Donc, je vais vous donner juste un exemple de choses compliquées qu'on a réussi, je crois, à vulgariser pour eux. Donc, ici, on voulait vraiment expliquer pourquoi on utilisait le géoradar et pourquoi c'était important pour eux. Donc, ici, on part d'une figure scientifique qui est plus ou moins complexe pour eux à comprendre, mais pour le commun des mortels aussi. Là. On voulait leur expliquer le géoradar peut nous donner de très bonnes informations sur la quantité de coins de glace, mais aussi sur les couches stratigraphiques de la région. Donc, on présente cette figure-là qui est plus ou moins facile à comprendre pour le commun des mortels. Puis, on explique aussi en même temps pourquoi c'est important de comprendre le concept de coin de glace. On part par l'exemple du 4 roues. On a des coins de glace imagés ici. On explique, plus tu passes sur le 4 roues, plus il y a de la dégradation du coin de glace, plus il y a la dégradation du coin de glace, il y a de l'eau qui s'accumule. S'il y a de l'eau qui s'accumule, il y a de la végétation. S'il y a de la végétation, plus le coin de glace se dégrade. Donc, ça, c'est une figure super simple à imager, facile à comprendre. Ensuite, on traduit ça par la figure scientifique et puis là, on met le petit 4 roues là, sur les coins de glace. C'est super facile pour la comprendre. Puis là, soudainement, pour avoir présenté plusieurs fois cette figure-là devant les gens, puis ils comprennent qu'est-ce qui se passe, et ils comprennent c'est quoi les enjeux, pourquoi on fait ça. Donc, d'autres exemples de figures simples qu'on aime présenter. Les jeunes avec nous sur le terrain, ils font du forage, on extrait des carottes de pergélisol, on leur explique, regardez comment ça peut être riche en glace, c'est pour ça qu'il y a de l'affaissement. Et si on fait, puis après ça, on traduit ça avec une figure qui est assez simple, en stratigraphie. Pour ça, c'est facile à comprendre quand tu as compris c'est quoi le concept de couche active, jusqu'à quelle profondeur que le pergélisol sera à telle période de l'année, mais la petite ligne rouge, finalement, tu comprends c'est quoi? Ah, la petite ligne rouge, c'est la dégradation du pergélisol, elle se fait jusqu'à là. La couche active est épaisse comme ça. Et puis, on a les différentes couches qui sont soit riches en glace, soit riches en sable et en gel. Donc, pour eux, c'est une manière super concrète de comprendre, bon, ben, j'ai vu ça sur le terrain. Ensuite, on transfère ça sur une figure scientifique facile à comprendre. Le déclic se fait généralement assez vite. Juste pour finir, là, ce qui est super le fun, c'est qu'on a eu de la belle couverture médiatique là, depuis les 3-4 dernières années. On a eu beaucoup d'articles qui sont sortis sur le projet.
On essaie à chaque année d'apporter des personnes, des figures prominentes du projet de Kugluktuk à des réunions. Là, généralement, c'est la réunion scientifique annuelle d'Articnet. On les amène avec nous, puis eux, ils co-présentent le projet devant la communauté scientifique avec nous. Ça leur donne la chance aussi de rencontrer des gens, de voir ce qui se fait dans la communauté scientifique là, au Canada. Et puis, dernièrement, on a passé, il y a 2 ans, Daryl Alveriak a été un des membres du comité que je vous parlais plus tôt. Et puis, il a passé dans un documentaire. Et puis, j'ai trouvé ça super bien parce qu'il vulgarise lui-même ce qui se passe dans la communauté. Puis, je voulais juste vous montrer un petit extrait qui, d'après moi, là, vraiment très, très, très bon. Subarctic communities like Kugluktuk are feeling the effects of permafrost melt on local ecosystem health and access to traditional hunting grounds. In Kugluktuk, we're noticing the temperature is rising. It's staying at a steady temperature over a longer period of time. A lot of the creeks, the ground are sinking. The nuna, the grass is getting drier and it's affecting migration of animals, caribou, muskox. We're having a hard time adapting, or we're having to go further and further away from our community to harvest this food. It's becoming a very big issue. Outside of town, permafrost melt has also damaged sections of a 12-kilometer-long ATV trail connecting the community to the neighboring Kugluk Territorial Park, limiting the park's tourism potential and accessibility. To combat this, the park committee has been monitoring and repositioning the trail to minimize unnecessary damage to the ecosystem. I know it's going to be hard for community members and tourists to access the park, so we're really trying to push safety. We would like to reroute this trail, go around the creek and the gully. We're going to start putting restrictions as to where ATVs can go, putting up poles or wire mesh or something. Please stay away from this area. Donc, c'est ça, je trouvais ça super intéressant, ce segment-là d'interview, là, ça fait partie d'un grand documentaire là, qui s'appelle Adaptation in Canada, qui a été fait par C3 Canada et en collaboration avec Student Ice. Donc, je trouvais ça super intéressant. Là, souvent, on le présente, ce petit segment-là, aux gens de la communauté, puis ils sont très contents de voir Daryl qui passe à la télé, puis que c'est super. Donc, juste pour finir, récapituler un peu ce qu'on fait à toutes les années. C'est vraiment un cercle qui se reproduit à chaque fois. Donc, on fait les travaux terrain à chaque été avec eux. On fait la formation, on fait des rencontres communautaires. On fait de l'analyse de résultats. On prend ces résultats-là, on fait de la cartographie. On produit des rapports d'étape. Ensuite de ça, on fait de la participation collaborative avec les gens de la communauté. On les amène avec nous dans les conférences scientifiques. On revient durant l'hiver présenter les résultats. On fait des rencontres consultatives avec eux. On présente des résultats. On produit les rapports finaux. On fait des ateliers de formation avec eux, des soirées informatives. On fait du transfert de connaissances de projet. Puis la roue s'ensuit, là. Je ne sais pas comment le dire. Mais c'est un peu notre méthode de fonctionner depuis 2017. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup de votre écoute. Je ne sais pas si ça a bien sorti en webinaire, mais je suis bien heureux là, de vous présenter ce beau projet-là avec vous. Là. Donc, s'il y a des questions, gênez-vous pas. Je pense qu'Andréane peut vous donner la parole et le micro. Allô? Est-ce que quelqu'un a des questions? Il y a une option, vous pouvez lever votre main une petite option en bas à droite, je pense, de votre fenêtre. Si personne n'a des questions, moi, je vais remercier Marc-André. Merci, c'était vraiment intéressant. Merci aussi d'avoir brisé la glace de cette série de webinaires. Oui, c'est vrai. Hein? Notre premier présentateur. Puis je remercie aussi tous ceux qui se sont connectés.
Et je vous invite à revenir la semaine prochaine, mercredi, le 15 avril. On va avoir une autre présentation qui va être donnée par Gwyneth McMillan et Alison Menzies. Ça va s'appeler « Bâtir des projets collaboratifs dans le Nord en tant que jeune chercheur en début de carrière, ligne directrice de recherche, protocole d'éthique et engagement communautaire ». Donc, évidemment, ça va être publicisé partout sur nos réseaux sociaux. Et on vous invite aussi à partager notre formule. Là, on serait très content d'être encore plus nombreux. Et si jamais il y en a parmi vous qui seraient intéressés à présenter aussi, n'hésitez pas à nous contacter. On est déjà en train de monter une programmation pour le mois de mai aussi.